Aujourd'hui, beaucoup d'astronomes considèrent le russe Konstantin Tsiolkovsky comme le père de l'aérospatiale. Le scientifique est le premier à proposer un modèle de fusée moderne capable de se libérer de l'attraction terrestre par propulsion. Konstantin y décrit notamment différents carburants utiles à la propulsion de la fusée, la forme de celle-ci, ainsi que le système de refroidissement, de guidage et de stabilisation de la fusée. Notons qu'il fut aussi à l'origine d'un concept de station interplanétaire composé de plusieurs parties, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Station spatiale internationale. Ces différentes caractéristiques furent reprises au fil des années par les organismes nationaux d'aérospatiale. En 1923, l'américain Robert Goddard fait fonctionner le premier modèle de chambre à combustion liquide. C'est le composant principal du réacteur de la fusée. L'Allemagne, elle, est la première à mettre sur pied des missiles fusées nommés V1 et V2, destinés à l'armement du pays à l'ère du Troisième Reich. En 1957, l'URSS lance le premier satellite de l'histoire en orbite autour de la Terre, Sputnik. Cette petite sphère de 58 cm de diamètre diffuse sur des hautes fréquences un signal sonore monotone. Cet exploit est une grande claque mise en plein visage des États-Unis dans une période de début de guerre froide. Cette conquête spatiale prend un nouvel essor avec le voyage du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Finalement, les États-Unis réussissent à reprendre la main après avoir survolé la Lune, puis Vénus. La NASA réussit l'exploit de faire atterrir 3 hommes sur la Lune grâce au lanceur Saturn V, Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins. C'est le premier alunissage de l'histoire. Mais de nombreux pays ont rejoint la Russie et les États-Unis dans la conquête de l'espace, notamment la France, avec la fameuse fusée Ariane. On dénombre 2 moteurs EAP, étage d'accélération à poudre. Il s'agit des 2 boosters de la fusée qui lui servent à décoller. On peut les imaginer comme 2 pétards qui ne peuvent pas s'éteindre une fois allumés. C'est d'ailleurs ce qui a coûté la vie aux 7 astronomes de la navette spatiale américaine Challenger en 1986. Les joints ont fui dès l'allumage des EAP et les flammes ont attaqué le réservoir principal d'hydrogène. Ces boosters, de 230 tonnes chacun une fois remplis, assurent en fait 90% de la propulsion pendant la poussée. Ensuite, c'est le moteur Vulcain qui assure les 10% restants de la poussée. C'est le moteur Aestus qui va amener la fusée à se caler sur son orbite de travail où elle libérera sa charge utile. Et pour finir, on trouve la coiffe au sommet de la fusée. De forme conique, la coiffe contient la charge utile de la fusée, c'est-à-dire l'équipement que l'on souhaite envoyer dans l'espace, un satellite, du ravitaillement ou autre. Ça y est, la mission de la fusée est remplie. Le module de rentrée ressemble tout simplement à un cône. La face large du cône est orientée face à la trajectoire afin de ralentir la chute. En effet, l'atmosphère de la Terre va exercer une résistance dans la chute du module et donc le ralentir. Néanmoins, le module chute à vitesse vertigineuse, ce qui signifie que s'il fonçait à la verticale de la Terre, il s'écraserait contre l'atmosphère ou se transformerait en boule de feu avant même de toucher le sol. Bon, dans l'idéal on voudrait quand même préserver l'équipage. Pour remédier à cela, le module va alors rentrer dans l'atmosphère avec un certain angle assez grand par rapport à la verticale. De ce fait, on cherche un équilibre entre freinage, impact et frottement. Afin d'améliorer l'aérodynamisme du module, 2 petits propulseurs sont situés à l'arrière de celui-ci et vont lui donner une faible rotation. On pourrait s'imaginer cela comme une balle de fusil qui tourne sur elle-même pour mieux transpercer l'air. Pour minimiser la chaleur due à la friction, les ingénieurs dotent le module d'un bouclier thermique. Il s'agit d'un alliage de différents matériaux qui est équipé sur la face avant du module et va absorber une grande partie de l'énergie thermique qui pourrait faire fondre les parois et mettre en péril l'équipage. À 8 km d'altitude, les drogues parachutes sont déployés. Ils ne sont que provisoires et vont seulement stabiliser et décélérer le module à une vitesse plus raisonnable, passant de 600 à 250 km/h, où les parachutes principaux pourront alors assurer le reste du freinage. Ainsi, à seulement 3 km du sol, le module coupe ses 2 premiers parachutes d'appoint pour laisser place aux 3 principaux, plus grands, plus larges et plus résistants. Ils vont alors assurer l'atterrissage du module sur Terre ou sur la mer. C'est ainsi que s'achève la mission d'équipage. Les avancées technologiques du XXIe siècle ont permis à la société américaine privée SpaceX de réussir à faire décoller un lanceur et à le faire atterrir à un endroit précis. Cet essai a permis de montrer que non seulement les sociétés privées s'intéressent à l'espace, mais surtout qu'il est possible de faire atterrir un lanceur-fusée qui pourra être réutilisé plus tard. Cela va permettre à l'industrie de l'aérospatiale d'économiser énormément d'argent, car le prix de fabrication d'une fusée coûte chaque fois quelques milliards de dollars.